Salut, bienvenue sur Horror King. Abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi en ce moment. Merci du soutien. On y va. Histoire 1. Ça s'est passé il y a environ 16 ans. J'avais 12 ans. C'était au camp d'été de ma troupe de scouts. Garçons et filles mélangés, comme c'est courant chez nous au Québec, assez libéral comme truc. L'un des moments les plus importants du camp, c'était ce qu'on appelait l'expédition. Partir du camp pour marcher à l'aventure pendant quelques jours. Mes amis et moi, on avait tracé un itinéraire de rêve dans une chaîne de montagnes magnifiques, les Laurentides, pas loin de la ville de Québec. 3 jours de marche, 2 nuits hors du camp. Notre groupe faisait 15 jeunes, tous entre 12 et 14 ans. On avait pris à manger, on savait lire une carte, monter un abri, chercher de l'eau, bref, tout ce qu'il fallait pour survivre quelques jours sans adultes. Et à l'époque, personne d'adulte ne venait avec nous. Le premier jour, on prévoyait de grimper une montagne, culminant à un peu moins de 1200 mètres, et de passer la nuit au bord d'un lac glaciaire, presque au sommet. C'était une longue montée depuis notre camp, environ 24 kilomètres, et très raide. À environ 1200 mètres d'altitude, on a réalisé qu'on n'atteindrait pas le lac à une heure raisonnable. On a trouvé un bel endroit pour monter un abri, on l'a monté, on a cuisiné un repas. On était en plein cœur d'une montagne superbe, à environ 10 kilomètres de la route la plus proche, et si on ajoute, encore 5 kilomètres jusqu'au village le plus proche. On ne pouvait pas être plus heureux. Il nous restait encore près de 2 heures avant le coucher du soleil, quand on a terminé de manger. Alors, on a décidé d'envoyer un petit groupe faire la vaisselle et remplir les gourdes à une source qu'on avait repérée en montant. Je me suis porté volontaire et 2 amis m'ont suivi. On a pris 2 lampes de poche au cas où et on est parti vers la source. La nuit est tombée pendant qu'on revenait vers l'abri. On entendait le reste du groupe chanter et rire au loin. Leurs voix rebondissaient contre les rochers. C'était rassurant. Puis l'un de mes amis s'est arrêté net et a pointé quelque chose sur le bord du sentier. « Ça n'y était pas quand on est descendu », a-t-il dit. C'était un poteau réfléchissant arraché, en morceaux, comme ceux qu'on voit au bord des routes. On est passé d'un état joyeux et détendu à un frisson froid en 1 seconde. On a filé jusqu'à l'abri où les autres étaient et on leur a raconté ce qu'on avait trouvé. On n'était que des gamins, alors la peur a monté vite. Qui pouvait se cacher dans la même montagne que nous? Pourquoi? 2 des plus vieux, ils avaient 14 ans, ont décidé d'aller jeter un coup d'œil pour nous rassurer. Leur absence nous a rendus encore plus nerveux, mais on a apprécié qu'ils soient partis. Ils étaient partis avec une lampe, un couteau et un sifflet. On a dit qu'ils nous siffleraient s'ils étaient en danger. Comme ça, on pourrait les entendre de loin. On est resté assis sous notre abri, qui n'était rien d'autre que quelques bâches tendues sur des branches, près d'un gros rocher. On est resté silencieux, tremblant. J'entendais des sanglots autour de moi, l'odeur de la bouffe refroidie, le vent qui raclait les herbes, et mon cœur qui tambourinait dans ma gorge. Je n'avais qu'une pensée. Je ne veux pas mourir ici. Une fille a proposé qu'on chante pour penser à autre chose. Certains ont dit non, qu'on risquait de ne pas entendre les sifflets, mais on a chanté quand même, à voix basse. On est resté comme ça 10 à 20 minutes, où ça m'a semblé. Soudain, le sifflet a interrompu notre chant. On l'a entendu net, 2 sifflets qui se rapprochaient à toute vitesse. J'ai pris mon couteau dans son étui et je l'ai serré dans ma main.
Heureusement, c'étaient nos amis. Ils sont arrivés essoufflés, les yeux écarquillés. Ils ont dit qu'ils étaient tombés sur un long bâton tout couvert de sang, beaucoup de sang, bien plus que ce que nos nerfs pouvaient supporter. La panique a éclaté. Beaucoup ont pleuré, certains ont prié. Nos deux amis ont dit qu'ils allaient retourner chercher ce qu'il y avait dans la montagne et l'affronter. Si ça tourne mal, on crie et on file ailleurs pour qu'ils ne vous trouvent pas, a dit l'un d'eux. On leur a demandé de rester, mais personne n'a réussi à les retenir. Les chants ont disparu. Il n'y avait plus que des sanglots et des prières à peine audibles. Moi, je ne voulais pas mourir. Je voulais revoir mes parents. Au bout d'un moment, on a entendu des bruits, puis les voix de nos amis revenant, comme âgés et soulagés. C'était juste un garde-parc, on l'a trouvé. Il faisait sa ronde, a expliqué l'un. Le bâton ensanglanté, c'était d'un lapin qu'il avait chassé pour manger, a dit l'autre. Un énorme soulagement nous a envahis. On s'est relâché. Quelqu'un a même proposé de dérouler son sac de couchage et de dormir. L'idée de dormir a sonné comme une bénédiction. Mais la chose a tourné au mauvais instant quand un des plus âgés a dit qu'il avait des doutes. Il n'avait pas d'uniforme, a-t-il fait remarquer. Il n'avait pas d'insigne, rien pour le reconnaître comme garde. Et qui marche des kilomètres de la route à cette heure-là pour chasser des lapins? Est-ce qu'il y a même des lapins à cette altitude? La peur est revenue, nette, glaciale. Ils avaient raison, l'histoire ne tenait pas. Allons le retrouver et le menacer, a proposé l'un des plus vieux. On les a encore suppliés de rester. Ils sont partis. Une voix a murmuré que peut-être il les avait suivis et savait maintenant exactement où on était. On a tous frissonné. La panique a encore monté. Plus de chants, plus de prières, juste un silence chargé. Moi, je n'avais qu'une pensée terrifiante. Mieux vaut tuer que se faire tuer dans cet endroit. On était prêts à se battre. On a tous dégainé nos couteaux. On est restés assis, immobiles, guettant l'être qui viendrait nous chercher. Quelques minutes sont passées. Puis des bruits de course se sont rapprochés. Des hurlements ont éclaté. Le son montrait qu'il y avait plus de 2 personnes. J'ai eu plus peur que jamais. J'ai pensé à dire adieu à ma mère, à mon père, à ma sœur. J'ai serré mon couteau. On a vu nos 2 amis débouler, poursuivis par 2 hommes. Ils sont arrivés jusqu'à l'entrée de notre abri et se sont arrêtés. Les 2 hommes qui les pourchassaient se sont arrêtés aussi, juste devant nous, et on a reconnu leur visage. C'étaient des animateurs du camp. Ils nous avaient suivis tout le temps, en se planquant, et maintenant eux aussi ont éclaté de rire. Les 4 se sont mis à rire en nous demandant si on avait eu peur. C'était juste une blague, ont-ils dit. L'air s'est vidé de nos poumons. Les pleurs ont redoublé. Certains ne pouvaient plus respirer correctement, pris par l'anxiété. C'était pas drôle du tout. Ils avaient poussé 13 enfants à en venir à brandir un couteau et à être prêts à tuer. On s'est calmé un peu, mais la peur était devenue colère. C'était une blague qui avait dépassé toutes les bornes, un manque total de bon sens. Ils ont passé un long moment à s'excuser, à bredouiller des excuses, mais on ne voulait rien entendre. On voulait juste qu'ils nous foutent la paix. Pourtant, on était encore trop effrayés pour dormir seuls. À contre-cœur, on a accepté qu'ils viennent dormir avec nous, collés à nos bâches. Ils ont mis des mois à regagner notre confiance. Ce fut la pire nuit de ma vie. J'ai encore des images nettes de la peur, comme si c'était hier. Je ne garde pas de cauchemars récurrents, mais je me souviens de tout en détail. Le goût métallique de la peur sur la langue,
l'odeur froide du soir, le silence qui pèse entre deux respirations, le bruit sec du couteau qu'on serre. Maintenant que je suis adulte, j'imagine souvent ce qui aurait pu arriver si ces deux hommes avaient été de vrais tueurs. On n'était que des enfants, oui, mais on était armés et prêts à se défendre. Je suis journaliste, alors je ne peux pas m'empêcher d'imaginer les gros titres. 2 meurtriers poignardés à mort dans les Laurentides par 13 enfants. C'était une autre époque. Les scouts ont changé depuis, pour le meilleur. C'était en septembre 2010. Mon copain Jean-François, son meilleur ami Antoine, ma meilleure amie Lise et moi revenions dans sa ville natale, Québec, pour sa dernière année à l'Université Laval, après un été passé à Montréal. On avait vécu des journées incroyables dans l'appartement de mon oncle, fêtes, découvertes. La grosse ville nous avait vidés et remplis à la fois. En repartant, on s'est arrêté pour la nuit dans un petit gîte, à mi-chemin le long de l'autoroute, en pensant arriver chez nous vers 6 heures du soir. On s'est levé très tôt, 4, peut-être 5 heures du matin, prêts à repartir. Et là, je l'ai vu tout de suite. Le rétroviseur droit était arraché. Quelqu'un avait trop frôlé la voiture pendant la nuit. C'était le cadeau de mon père. Je l'avais depuis à peine 2 mois. J'ai senti la colère monter, un goût métallique dans la bouche, le cœur qui battait comme un tambour contre mes côtes. La propriétaire, Madame Lefebvre, nous a dit qu'elle avait aperçu, un peu plus loin près de Saint-Gédéon-de-Beauce, un genre de dépotoir de pièces d'auto improvisé. Elle n'était pas sûre que ça existait encore, mais elle nous a tracé un plan à la hâte. On a repris la route, un peu sceptique. Plus on s'approchait de l'endroit qu'elle avait entouré, plus le paysage devenait sauvage. L'asphalte a disparu. La route est devenue de la terre, rude sous les pneus, et on a roulé entre des hautes herbes raides et des rangées d'épinettes épaisses. Plus de ferme, plus rien que l'air froid, l'odeur du bois humide et une sensation d'être complètement à l'écart du monde. On a failli faire demi-tour à cause des animaux sauvages, ours noirs, orignaux, et aussi parce que je ne voulais pas rouler sans rétroviseur. Mais mon copain a pointé du doigt une pancarte écrite à la main à l'entrée d'un chemin. Café et pièces d'auto, indiquant 2000 plus bas. On s'est engagé. Nous avons descendu une sorte de creux, entouré d'arbres, et on s'est arrêté. Lise dormait encore à l'arrière. On l'a laissée. Devant, une petite cabane crème, le mot « café » peint à la va-vite sur le toit. À côté, une roulotte et une colline de carcasses et de ferrailles. Silence. Le soleil commençait à monter. Rien ne bougeait. Il était à peu près 6 heures, mais personne ne semblait réveillé. On s'est approché du tas de pièces. J'ai fouillé avec les mains, les doigts couverts de graisse, le goût de la rouille sur la langue. Cherché un rétroviseur, n'importe quoi pour tenir jusqu'à Québec. Antoine a ramassé un miroir qui avait au moins une décennie. La vitre était piquée, le plastique craqué. On le prend et on s'en va, a-t-il dit. Et moi, bête et honnête, j'ai eu ce besoin de rendre la monnaie, 20 $. Je ne pouvais pas juste l'embarquer. J'ai frappé à la porte de la roulotte. Une grosse silhouette a ouvert. Le type avait la figure dure, marquée par le temps. D'abord, un visage fermé, fatigué. Puis un sourire sans dents, un sourire qui colle dans la gorge. Il nous a regardés, un peu trop longtemps. Quand les gars se sont approchés, il nous a demandé ce qu'on voulait. Antoine a tendu le miroir et demandé le prix. L'homme n'a rien répondu. Juste pour apprendre à nous connaître, qu'il a dit d'un ton qui voulait tout dire.
J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai joué le jeu. 2 autres hommes sont sortis par une porte de derrière. Peau rasée sur la tête, dentition ruinée, odeur de sueur et d'alcool qui nous a frappés comme un coup de poing. Ils ont pris le miroir. On aurait dit qu'ils connaissaient la voiture mieux que nous. L'homme qui nous avait ouvert s'est présenté comme Yvan. Il nous a fait asseoir sur des chaises de patio et, comme pour nous mettre à l'aise, il a proposé des sandwichs. J'ai décliné poliment. Il a insisté en disant qu'on devait avoir faim après Montréal. Et il a même dit à voix basse que les femmes étaient meilleures pour faire des sandwichs. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était condescendant et lourd. Quand je lui ai dit non, Jean-François a été plus ferme. Yvan a marmonné quelque chose en joual québécois et s'est assis avec nous. L'atmosphère a viré. Les questions, d'abord banales, l'âge, d'où on venait, si on allait au cégep ou étudiait à Montréal, ont commencé à glisser vers autre chose. Il a demandé si j'avais un copain. Jean-François a répondu. Puis il a commencé à demander, avec une insistance gênante, des choses sur nos vies intimes, des « et vous, vous faites quoi ?» comme « vous voyez le type de question ?» On est resté muet. Puis Lise a hurlé. Ce cri a coupé le fil de la conversation comme une lame. On a tous tourné la tête. J'ai vu un des types, celui qui s'était approché du miroir, la main passée par la fenêtre arrière, agripper la jambe de Lise. L'autre regardait autour, nerveux, guettant. Lise était réveillée en sursaut, terrorisée, en train de se débattre, une main accrochée à sa jambe, la peur pure dans les yeux. Je peux encore entendre son souffle rapide, le bruit des sanglots qui commencent, le cuir de la banquette qui crisse quand je m'y suis jeté. On s'est tous levés d'un bloc. Antoine a essayé de courir après les 2 hommes. Ils se sont enfuis dans les arbres comme des ombres. Lise hurlait, complètement hystérique. Elle avait été réveillée seule, surprise, tenue. Je n'arrive pas à imaginer comme ça a dû la secouer. La Sûreté du Québec, si on l'appelait, mettrait des heures à venir. On n'avait pas le temps. Jean-François est allé faire le tour et a regardé sous la voiture. Son visage s'est décomposé. Il y avait environ une 12aine de clous plantés autour du pneu, comme on aurait préparé une embuscade pour crever une roue. Ils avaient tout prévu. L'odeur d'huile et de caoutchouc qui montait sous la voiture me donnait la nausée. Je me demandais d'où ils sortaient toutes ces pièces. Pourquoi tant de haine? On a décidé d'en finir. Miroir ou pas, on ne restait pas une minute de plus. Antoine est monté le dernier. Il a refermé la portière arrière. Et là, comme dans un film qui ralentit, on a vu Yvan réapparaître à la roulotte, tenant quelque chose de long. Au début, c'était une silhouette qui se détachait entre les arbres. Puis il a accéléré en courant vers nous. Mon cœur a sauté. Quand il a été plus proche, j'ai reconnu la forme, une carabine de chasse. Le métal, la crosse noire, le canon brillant sous le soleil. J'ai senti une chaleur glacée me traverser la colonne vertébrale. Je me suis effondré en larmes. Jean-François a démarré comme une furie. Le moteur hurla, la pédale au plancher. On a écrasé la terre meuble. On a roulé sur tout ce qui se présentait. Racines, restes de fer, bosses, comme si la voiture pouvait avaler la peur. On a atteint, je ne sais pas, 140 sur cette route de terre. Le monde qui tournait, le souffle court. Derrière nous, le cri lointain d'un homme, le craquement des branches. On a arrêté de regarder dans le rétroviseur que quand l'autoroute 73 a retrouvé l'ordre des choses, quand le bitume est redevenu rassurant. Depuis ce jour, chaque fois que je retourne à Montréal, je prends le train. Le claquement des rails,
me rassure, plus que le ronron d'un moteur sur l'autoroute. J'ai peur de croiser encore une fois leur regard, de reconnaître le sourire sans dents d'Yvan, d'entendre cette odeur de vieille graisse mêlée à la peur. Parfois, la nuit, je revis le bruit feutré des pas dans les herbes hautes, le métal froid de la carabine qui scintille, et Lise qui hurle. Je n'ai jamais cessé d'entendre mon cœur battre là-bas, dans ce creux où la forêt avale les gens. Je vous jure, quand tu te retrouves seul avec ça, tu sens la bêtise de ta confiance. Tu sens la fragilité d'un simple cadeau, un rétroviseur, qui a failli nous coûter tellement plus. Je prends le train maintenant, toujours, et je ne me sens jamais vraiment tranquille. Ça s'est passé à mon père, Jean-François, et à ma mère, Marie-Claude, des années avant la naissance d'Yves, mon frère aîné. Après que mon père a obtenu son diplôme de l'université Laval et que ma mère a obtenu le sien à l'UQAM, ils ont trouvé du travail dans une petite boîte à Montréal. Ils se sont vus à quelques fêtes d'entreprise, ils se sont plu. Quelques années plus tard, ils se sont mariés. Mon père a accepté un poste à Saguenay, dans une petite firme d'ingénierie qui grandissait. Ils ont fait leur carton, ils ont fermé la porte de leur appartement montréalais et ils ont pris la route vers le nord. Au lieu de suivre l'autoroute 20, ils ont choisi la route provinciale 155, plus étroite, moins fréquentée. Ils ont voulu rejoindre ensuite la route 169 pour terminer le trajet vers la ville natale de mon père, près du lac Saint-Jean. Ils ont roulé toute la journée. La nuit est tombée. Le moteur a continué de ronronner. Les phares ont découpé des morceaux de noir. Au beau milieu de la nuit, pris par la fatigue, ils ont eu l'idée de se ranger sur le bas-côté pour dormir quelques heures avant d'achever le voyage. Il n'y avait aucune aire de repos sur cette route. C'était soit le bas-côté, soit rien du tout. Ils se sont arrêtés. Ils ont coupé le moteur. L'habitacle a senti l'huile tiède et le papier des cartons qu'ils avaient devant les sièges. Le silence leur est tombé dessus comme une couverture humide. Après un arrêt, ma mère n'a pas réussi à fermer l'œil. 20 minutes à peine s'étaient écoulées qu'elle a dit qu'elle ne se sentait pas tranquille. Elle a proposé de conduire pendant que mon père dormirait, et qu'à son réveil, il prendrait le volant pendant qu'elle se reposerait. Sur cette route déserte, il n'y avait pas un poteau lumineux pour rassurer. Juste le froissement du vent dans les arbres, le tic-tac des éléments qui refroidissaient, et le rappel régulier du cœur qui battait plus fort dans la poitrine. Quand ma mère a repris la route, elle a aperçu quelque chose sur le bas-côté, au loin d'abord, puis de plus en plus net en s'approchant. Un homme, un seul. Il marchait. Aucune voiture arrêtée plus loin pour expliquer sa présence. Aucune lampe torche, aucune lueur derrière lui. Juste sa silhouette contre l'obscurité. Il avançait le long du fossé, sans hâte et sans raison apparente, dans la même direction que celle vers laquelle mon père et ma mère étaient regarés. Elle a senti son souffle se raccourcir quand elle a passé à côté. Il n'avait ni sac, ni lampe, rien pour le protéger du froid. Le bruit des pas sur le gravier était sec, régulier, presque mécanique. L'odeur était celle du dehors. Mousse, terre mouillée, fer. Le cœur de ma mère a cogné si fort qu'elle a cru que mon père allait se réveiller à cause du bruit. Elle a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. L'homme continuait à marcher, avalant la nuit, sans s'arrêter, sans se retourner. Ils en ont peu parlé ensuite. Parfois, tard le soir, ils ont repensé à cette poignée de minutes. Ils ont imaginé ce qui se serait passé
si tous les deux s'étaient assommés de sommeil dans la voiture, au milieu de cette route qui peut tuer par l'abandon et la soif. Ils ont frissonné, parce qu'un inconnu qui marche sur une portion de route comme celle-là, sans lumière, sans explication, ça ne ressemble pas au hasard. Ça ressemble à autre chose, à quelque chose qui attend. J'avais la vingtaine à peine quand j'ai connu Marie-Claude. Son père, Jean-Guy, était un alcoolique psychotique. Elle ne vivait pas avec lui. Lui, il habitait un petit bled côtier, perdu dans la région de Charlevoix, au Québec. De temps en temps, on allait le visiter. On y passait la nuit. Ma relation avec cet homme était déjà lourde, glauque, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Une nuit, il devait être autour de minuit, après une énième crise de beuverie, Jean-Guy nous a foutus dehors. Il nous a virés comme on jette un sac poubelle. On n'avait pas de voiture, on nous avait déposés en bas, au village. Il habitait à environ 4 kilomètres de là, dans un petit regroupement de 2 ou 3 commerces, au bord d'un chemin de terre. On a commencé à marcher vers le village, vers la cabine téléphonique. C'était l'époque d'avant les téléphones portables. Je voulais appeler mes parents, qui habitaient à 1h30 de route, à Québec, leur demander de venir nous chercher. Pendant tout le trajet jusqu'au village, Marie-Claude sanglotait, gémissait, répétait son histoire avec son père. Elle était complètement ivre, accablée par la douleur, par la honte. Elle n'arrêtait pas. C'était comme entendre un vieux disque qui vrille. Quand on est arrivés à la cabine, on s'est assise sur le banc à côté du téléphone. J'ai réveillé mes parents. Ils ont accepté de venir nous chercher. Je me suis assise, prête à attendre. L'air était humide. L'odeur de goudron et d'herbe mouillée montait des fossés. Mon cœur martelait si fort que j'entendais son battement dans mes tempes. Mes mains étaient glacées. Peu après, une camionnette est apparue et s'est arrêtée juste derrière le banc où on était, à environ 5 mètres. 2 jeunes hommes étaient aux sièges avant. Ils nous regardaient. Déjà, ça me mettait mal à l'aise. La portière coulissante s'est ouverte. J'ai vu qu'il y avait plusieurs autres gars au fond. Ils sentaient l'essence, la bière, le cuir usé. Il n'y avait personne d'autre dans le coin. Pas de maison, pas de phare, rien que la route qui s'étirait, noire, silencieuse. Un petit bled paumé au fond de Charlevoix. Je me suis levée pour mieux voir. Je ne voulais pas détourner les yeux. J'étais consciente, vulnérable. Ils parlaient entre eux, d'abord à voix basse. Puis, comme si c'était un spectacle, ils ont commencé à hausser le ton, à dire des choses, suffisamment fort pour que nous entendions. Ils évoquaient de nous tirer dans la camionnette, de nous emmener quelque part pour nous faire ce qu'on sait et nous tuer ensuite. Les mots m'ont frappé comme des coups. Je ne me rappelle pas toutes les formulations, mais l'idée était claire et nette. Mon corps n'a pas seulement tremblé, il s'est mis à frissonner d'une terreur sourde. Je n'ai pas pu quitter leur visage des yeux. Je pourrais encore dessiner l'un d'eux. Assis dans l'encadrement de la porte, il me regardait sans expression. Des yeux morts, des yeux qui regardent une chose inutile. Il me regardait comme on regarde un objet cassé qu'on jette. Marie-Claude continuait de sangloter, sans doute inconsciente de tout. Je savais qu'il fallait la prévenir, la tirer de là, la secouer. Mais la terreur me clouait, la gorge serrée, le corps pétrifié. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Et puis, et c'est là que tout est devenu encore plus irréel, Jean-Guy est arrivé, ivre, au volant de sa voiture. Il est apparu comme sorti de nulle part. C'était impossible. C'était l'homme qui ne pardonnait jamais rien, l'entêtement incarné,
celui qui pouvait garder la rancune des années. Il n'aurait jamais fait ça pour moi. Et pourtant, il est venu. Il a crié, a eu une espèce de petite scène émotive avec sa fille. C'était un mélange d'embrassades pas franches, de mots brouillés, d'alcool et de colère. Une scène identique à toutes les autres, mais qui ce soir-là nous sauvait. Moi, je gardais les yeux rivés sur la camionnette. Les gars avaient cessé de parler, ils nous observaient. J'ai dit « On se tire ». On est monté dans la voiture de Jean-Guy et il a démarré. La camionnette aussi a démarré. Elle nous a emboîté le pas. J'ai essayé d'expliquer à Jean-Guy, en haletant, ce que ces gens disaient. Il a répondu en roulant les yeux « Je vais juste lever le pied, ils vont nous dépasser ». On roulait lentement. La poussière sèche fouettait la route. Les phares battaient dans la nuit. Derrière nous, la camionnette a ralenti jusqu'à presque suivre au pas. Puis des cris ont jailli des vitres, menaces, insultes, rires gras. Ils nous ont suivis sur toute la route de terre, puis jusque dans l'entrée de l'aire de Jean-Guy. Il n'y avait personne. Tous les chalets alentours étaient déserts. Les gens étaient en ville ou partis pour la saison. Si ces types avaient décidé de descendre, il n'y aurait eu personne pour nous aider. On est restés dans la voiture, fixés l'un sur l'autre, fixés sur la camionnette qui restait derrière. Le silence pesait, seulement troublé par le vrombissement du moteur et le souffle de nos respirations. Mes jambes ne tenaient plus. Ma bouche avait le goût du fer. Mon cœur cognait tellement fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Après une éternité, la camionnette a reculé. Elle est sortie de l'entrée, puis elle est partie. Je ne sais plus si je me suis évanoui d'épuisement ou si j'ai juste senti mes jambes se détendre un peu. Mes parents sont arrivés en panique au commerce. Ils n'ont pas réussi à nous y trouver. Puis ils se sont présentés chez Jean-Guy. Lui, il était là, tout honteux et empesé par l'alcool. Moi, j'étais tellement secoué qu'on a pris la route pour Québec. On est rentré chez mes parents, ou du moins, c'est comme ça que je m'en souviens. On m'a demandé si je suis allé à la Sûreté du Québec. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je crois que non. C'était une période éclatée de ma vie. Tout était confus, tout avait l'air sans fond. Mais cet épisode m'a changé pour toujours. Depuis, je vis avec la peur vissée au corps. Je suis devenue hyper protectrice avec mes enfants. On me dit parfois que c'est excessif. Tant pis. Je préfère 100 fois vivre craintive et tenir mes enfants serrés que faire confiance, par inadvertance, à l'un des millions de psychoses qui traînent dehors. Je ne veux pas oublier cette nuit. Je n'oublierai jamais la façon dont leurs yeux étaient morts, ni le goût métallique de la peur qui m'a suivi pendant des mois. Même maintenant, seul le bruit d'une portière qui claque me ramène à cette route de terre, à la cabine téléphonique, au banc, au cœur qui frappe, frappe, frappe. Quand j'avais 19 ans, je bossais pour une boîte qui dispatchait de la main-d'œuvre dans les coins paumés du Québec. En gros, tu disais quand tu étais dispo et ils t'envoyaient dans une propriété isolée pour quelques semaines. Tu faisais ce qu'il y avait à faire. C'était dur. Longue journée. Mais parfois, si tu tombais sur une bonne gang, ça payait et c'était drôle. Cette fois-là, j'étais sur une immense propriété. On m'a dit qu'elle couvrait à peu près la même superficie que l'État du Maryland aux États-Unis. C'était à environ 9 heures de Montréal. La maison se trouvait à environ 40 minutes de la ville la plus proche. En un mot, perdu au milieu de rien. Je défrichais des broussailles avec 3 autres gars de la ville. Notre boss s'appelait Jérôme. Il possédait la propriété
il nous supervisait, et en même temps, il filait un coup de main sur le terrain. Tranquille, pas de prise de tête. L'été était caniculaire, on suait comme des bêtes. Le boulot était éprouvant. Un jour, la température a grimpé jusqu'à environ 38 degrés Celsius. Je me souviens même de l'odeur de goudron chauffé qui flottait dans l'air. À ce stade, Jérôme a décidé de nous donner l'après-midi. Il a dit qu'il connaissait un lac quelque part, sur la propriété, à une 30aine de minutes vers le nord. Moi, j'étais chaud pour une trempette. Les autres voulaient juste zoner. Alors lui et moi, on a pris un des camions de travail et on est parti. La propriété, c'était des étendues larges, vides, avec des touffes de buissons par-ci par-là. Jérôme parlait peu. On a roulé en silence. Après environ 20 minutes, il s'est soudain réveillé et il m'a donné un coup de coude dans les côtes. « Tu vois ça, là-bas, sous les 2 arbres morts ?» J'ai levé les yeux. Là, au loin, quelque chose clochait. Dans ce paysage plat et monotone, où même la moindre couleur crie, un objet bleu anguleux ressortait comme une blessure. On a tiré la direction. En se rapprochant, on a réalisé que c'était un énorme conteneur maritime bleu, planté au milieu de nulle part. Jérôme a froncé les sourcils. Il n'y était pour rien. Il n'avait pas vu ça quand il avait roulé par là, environ 5 semaines auparavant. Curiosité, méfiance. Il voulait aller voir. Moi, j'avais un mauvais pressentiment, un truc viscéral, difficile à expliquer. Voir une boîte pareille, ici, ça n'avait aucun sens. On s'est arrêté d'abord à environ 100 mètres. L'air s'est figé. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Mais Jérôme voulait vérifier. Alors on est descendu. Et plus on s'approchait, plus c'était étrange. Il y avait un gros groupe électrogène diesel derrière le conteneur qui ronronnait fort, une odeur de gasoil qui piquait le nez, et des caméras de vidéosurveillance fixées sur les côtés. Elles traquaient nos mouvements et faisaient un petit bzzz quand elles balayaient. Elles ont tourné vers nous. Elles nous ont suivis. Je lui ai glissé à voix basse. Avec une sécurité pareille, quelqu'un ne veut pas qu'on soit là. On ferait mieux de repartir. Il m'a rembarré. C'est ma terre. Si quelqu'un a planté ça ici, c'est des intrus. Il a sorti sa boîte à outils, des pinces. Le cadenas sur la grande porte était minuscule, ridiculement minuscule. Avec un peu de force, on l'a ouvert. L'air froid nous a frappés quand on a entrouvert la porte. Une fraîcheur d'air conditionné, un soulagement presque pervers par cette chaleur. On a cherché l'interrupteur, mais avant d'allumer, je comprenais déjà. C'était une installation informatique. Des leads qui clignotaient comme des insectes. Un bourdonnement régulier, le même que font les disques durs quand ils travaillent intensément. Quand on a finalement allumé, la lumière a révélé un bureau sophistiqué, bordélique et organisé à la fois. Des serveurs et des disques durs gros comme des frigos, empilés parfois 2 ou 3. Des boîtes en plastique serrées contre le mur. Des bureaux au centre, des écrans, des fauteuils de bureau sur roulettes. C'était comme entrer dans un rêve absurde où tout était à la mauvaise place. On s'est assis à un des postes pour voir si les machines parlaient. Mon cœur tambourait dans ma poitrine. J'avais envie de déguerpir. Les caméras nous avaient vus. Si quelqu'un regardait, il savait qu'on était là. Jérôme, lui, était décidé. Il fallait comprendre. J'ai fait le brave. J'ai commencé à trifouiller les ordinateurs. Je ne suis pas un as de l'informatique. Facebook, Word, voilà. Ce que j'ai vu, c'était des lignes et des lignes d'échange de données, comme ces vieux écrans de partage de fichiers qui récupèrent et enregistrent sans arrêt.
Des fenêtres qui se remplissaient, réception, indexation, copie, encore et encore. J'ai vite perdu pied. Je me suis éloigné des écrans et j'ai marché prudemment vers l'autre bout du conteneur, vers la grosse pile de boîtes de rangement. Là, j'ai eu l'impression que mes pupilles allaient exploser. Il n'y avait vraiment nulle part où se cacher. Pourtant, j'étais sur les nerfs, comme si chaque bruit pouvait être quelqu'un qui revenait. J'ai ouvert une boîte. Je n'aurais pas dû. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Des affiches, des DVD, des photos, tout rangé, net, dans des dossiers, des petites boîtes, du matériel pornographique impliquant des enfants, explicite et d'une violence certaine. Pas de doute possible. Ce qui m'a glacé, c'était l'organisation. Tout était classé, étiqueté, ordonné. Des gens qui faisaient ça sérieusement, méthodiquement. Je me suis reculé d'un bond. J'ai traversé l'endroit en courant et je me suis planté devant Jérôme, tout en bégayant. « Mec, fous le camp, putain, des enfants. T'as vu ? On s'est barré. On a sauté dans le camion et on a filé. Sur la propriété, il n'y avait pas de réseau pour le portable. On n'avait pas pris de téléphone satellite. On a dû revenir à la maison pour joindre la ligne fixe et appeler la Sûreté du Québec. Ils étaient loin. La station de police la plus proche était à une demi-heure de la ville la plus proche, et cette ville, elle-même, était déjà paumée. On a attendu. On s'est excité la voix. On a redit 100 fois ce qu'on avait vu. La police est arrivée presque 1 heure plus tard, avec 2 4x4. On est retourné au conteneur pour montrer la merde. Et là, c'est devenu pire. La porte du conteneur était grande ouverte. À l'intérieur, le feu avait pris. Une petite fournaise de flammes. Une odeur âcre de plastique et de papier qui brûlait. On n'avait que 2 extincteurs dans les bagnoles. Ils n'ont pas tenu. Les pompiers ont mis plus d'1 heure à arriver. Quand ils sont arrivés, la plupart de ce qui était dedans était parti en fumée. Un rapport d'incendie de la Gendarmerie royale du Canada a dit qu'il n'y avait presque plus de traces du matériel informatique, juste des restes de papier et de carton. C'est devenu évident, quelqu'un avait su qu'on était là. Quelqu'un était revenu, avait ouvert, avait enlevé ce qu'il pouvait et avait mis le feu au reste. Il y avait tant de façons de quitter la propriété. La surface était énorme, impossible de couvrir tout. À l'époque, la police ne nous a pas vraiment cru à fond. On s'est mal expliqué, stressé, on a bafouillé. L'enquête a vite tourné à vide, sans preuves, sans nom, sans caméra retrouvée, qui aurait tout enregistré, tout est resté en suspens. J'ai voulu suivre ça de près. J'ai essayé. J'ai fouillé les pistes. Rien. L'enquête est devenue froide. Je suis resté en contact avec Jérôme. Le conteneur est toujours planté là, sur sa terre. Trop cher à enlever, apparemment. Parfois, je me dis que c'est mieux qu'il reste, comme une plaie ouverte, où personne ne regarde. Ou peut-être que ça me hante, parce que j'ai vu l'intérieur. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans ces boîtes, la façon dont tout était classé, la petite odeur de diesel, le bourdonnement des disques, le sifflement des caméras, mon cœur qui battait à tout rompre. Parfois, la nuit, je reprends la route du travail en me demandant qui a mis cette machine-là, qui a tout organisé, qui a eu le temps de tout enlever, qui a mis le feu, et surtout, qu'est-ce qui reste encore enfoui ailleurs, dans des boîtes qu'on n'a pas ouvertes. Je vous le dis à voix basse, comme on dit ces choses dans un bar sombre. Faites attention à ce qui dépasse dans le paysage. Parfois, une couleur qui claque sur la terre peut cacher quelque chose de bien plus pourri qu'on imagine.
Je l'ai vécu il y a environ 14 ans, quand j'avais 12 ans, et qu'on habitait au cœur des forêts épaisses des Laurentides, du côté est du Québec. Quand je dis forêt, je veux dire vraiment forêt. Notre maison était posée sur une propriété d'environ 16 hectares, entourée d'un fourré si compact qu'on aurait dit que la terre essayait de nous recracher. La maison appartenait à un Suisse qui s'appelait Henri. De temps en temps, il descendait avec son tracteur et il coupait l'herbe haute autour de chez nous pour qu'on puisse accéder un peu mieux au terrain. L'été, c'était pratique. Dans le coin, il y avait plein de bestioles, ours noirs, orignaux, des bêtes qui peuvent te broyer sans crier gare. On était à environ 40 minutes de route du petit centre-ville de Saint-Jérôme. 40 minutes avant d'avoir des provisions, un dock, ou d'appeler nos parents si quelque chose tournait mal. La maison était accrochée sur le flanc d'une grosse montagne, plus ou moins aux 3/4 de sa hauteur. Du coup, la terre autour était un labyrinthe. Vallons, recoins, cachettes. On avait des sentiers qui descendaient vers un ruisseau, puis une petite chute d'eau qui tombait de 5 à 6 mètres. C'était beau, mais ça foutait la trouille, surtout pour moi et mes 2 plus petits, un frère et une sœur un peu plus jeunes. Nos voisins immédiats étaient reconnus, mais la solitude restait réelle. Les maisons les plus proches étaient à une dizaine de minutes de route. D'un côté, il y avait Madame Lavoie, une vieille dame charmante qui nous faisait signe quand on descendait du bus avant la marche jusqu'à la maison. Je crois que nos parents lui avaient demandé de veiller sur nous. De l'autre côté vivait un gars d'âge mûr, Marcel, un vrai mufle qui avait foutu le bordel au bas de notre limite de propriété et qui avait dévié le ruisseau, perturbant la clarté de l'eau. Beaucoup de choses étranges quand on vit au bout du monde. Mais il y en a une qui m'a hanté plus que les autres, un type que je n'ai surtout pas envie de recroiser. Ici, on vivait à l'écart. Les visiteurs qu'on ne connaissait pas se pointaient rarement. Quand c'était le cas, c'était la plupart du temps des gens perdus qui demandèrent leur chemin. Un jour, pourtant, une camionnette a tonné dans notre allée. J'ai couru dans la maison pour dire à mon père qu'il y avait quelqu'un d'étrange. Il est sorti illico pour voir le nouveau venu. Petit portrait de mon père, l'homme le plus dur que j'ai jamais vu. On lui avait amputé une jambe plus tôt dans sa vie, après un accident de moto, alors qu'il fuyait la Sûreté du Québec. Il avait fait les forces canadiennes, et il avait grandi dans un coin vraiment dur de l'est de Montréal. Il connaissait du monde qui n'était à ça pas détendre. En clair, c'était un type avec qui on ne plaisantait pas. Ma mère nous a gardés à l'intérieur, tandis que mon père alla dehors, voir ce que cet inconnu voulait. L'homme avait un gros chien rougeâtre sur la benne, un croisement qui ressemblait à un berger allemand. Le chien collait sa truffe contre mon père, mais dès que l'inconnu lui a dit de la fermer, il s'était recroquevillé. Notre propre chienne, Millie, réputée pour croquer tout ce qui bougeait, grognait et hurlait attachée dans la maison. La façon dont l'homme parlait, du miel sur la langue, tout poli, vendeur. Ça sonnait amical, mais il y avait quelque chose qui cherchait à obtenir. Mon père l'a tout de suite abordé de façon brute. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici, Jean? Qu'est-ce que tu veux ?» L'homme a eu l'air surpris. Il n'était pas habitué à tomber sur quelqu'un d'aussi hostile. Ils ont échangé quelques mots. J'entendais mon père, perplexe. Et puis j'ai entendu « Qu'est-ce que t'as dans la tête? Appelle la police. » Plus tard, j'ai su que Madame Lavoie était morte. Jean était allé chez elle, de l'autre côté de sa propriété, l'avait trouvée sans vie et il était venu chez nous.
Il avait demandé à mon père s'il pouvait déplacer le corps pour faciliter l'enquête. Mon père lui avait répondu la seule chose sensée: appeler la Sûreté du Québec tout de suite. La police est passée ce soir-là pour prendre des déclarations. Mon père et Jean, qui était resté traîner chez nous en attendant. Je me souviens que mon père avait pris un agent à part pour lui dire que Jean avait proposé de bouger le corps, juste après l'avoir trouvé. Plus tard, ma mère m'a raconté tout ça. La police était partie sans poser plus de questions. D'après eux, la mort avait l'air naturelle. Jean est resté. Je l'avais trouvé effrayant dès le premier regard. Son sourire trop large, ses yeux trop sombres, une familiarité déplacée. Il jouait l'ami, comme s'il faisait partie du décor. C'était une soirée d'école. Moi, j'essayais de regarder la télé. Jean s'était installé à la table avec mes parents et il gratouillait sa guitare. J'étais en pétard. Il m'avait bousillé la soirée. J'ai dit à ma mère que je voulais qu'il parte, que je le trouvais bizarre. Elle m'a répondu en souriant qu'elle ressentait la même chose et qu'il était temps d'aller se coucher. Le lendemain, tout avait l'air normal. Je suis allé à l'école, puis je suis rentré. Passer devant la maison de Madame Lavoie m'avait pincé le cœur. C'était étrange de la savoir partie. À mi-chemin dans l'allée, j'ai aperçu la camionnette de Jean garée devant chez nous. J'ai avancé. Son chien, Rusty, m'a accueilli. Jean est sorti pour emprunter des outils à mon père. Il est parti en faisant signe, comme si c'était un voisin qu'on allait regretter. Cette familiarité forcée m'a rendu malade. Je ne connaissais pas cet homme, et je ne voulais pas le connaître. Mon père m'a pris à part et m'a demandé ce que j'en pensais. « Weirdo », je lui ai répondu. Il m'a dit qu'il t'aimait pas non plus, et qu'il allait lui demander de ne plus revenir. Le soir suivant, Jean est revenu encore pour rendre des outils, et il s'est retrouvé à la table avec nous, à jouer de la guitare. Mes parents avaient l'air fâchés. Ils ont fini par lui demander de partir. Il a essayé de trouver une excuse pour rester. Ça m'a paru louche. Moi, j'avais appris vite quand on voulait pas de moi quelque part. Je m'en allais. Pourquoi lui, il restait? Après l'avoir poussé dehors, mes parents se sont enfermés dans leur chambre et ils ont parlé sérieusement. Mon père nous a dit qu'il n'aimait pas Jean et qu'il lui dirait de ne plus revenir. Si on le revoyait, il fallait qu'on prévienne tout de suite. Le lendemain, c'était samedi. On avait gonflé la petite piscine en plastique, il faisait chaud, on s'apprêtait à barboter. Vers 11 heures du matin, un camion a fait vibrer l'allée et j'ai couru dehors. J'ai foncé dire à mon père que Jean était revenu, comme la première fois. Mon père est ressorti. On est resté derrière la porte moustiquaire, à regarder et écouter. Jean a salué mon père avec ce sourire, ses yeux qui ne clignaient pas. Mon père lui a dit cash: « Écoute, mon gars, je sais pas qui tu crois être, mais je te veux plus par ici. Tu fais peur à ma femme et à mes enfants. Tu comprends ?» Je n'ai pas saisi la réponse de Jean. Sa façon de parler sonnait comme de la confusion, comme s'il voulait s'expliquer. Mon père l'a renvoyé. « Va-t'en, ou j'appelle la Sûreté du Québec. » En partant, mon père a ajouté: « Reviens pas, sinon tu vas le regretter. » Là, tout a basculé. Le visage de l'homme s'est tordu. La rage a fermé sa bouche. Il nous a fixés par la fenêtre, a levé le doigt comme une menace, puis il a démarré en trombe. La camionnette a dérapé sur le gravier, projetant des cailloux comme des éclats vers la maison. Il a hurlé des injures. Mon père est revenu dans la maison et nous a dit qu'on ne le verrait plus. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'avais senti le malaise depuis le premier jour. La façon dont il était parti l'avait confirmé.
Je ne sais plus si c'était le dimanche ou le lundi suivant. Mais Jean est revenu. Il a voulu s'expliquer, présenter des excuses. Avant même qu'il n'ouvre la portière, mon père lui a sorti « Si tu t'approches, je te brise la gueule ». Il l'a dit sans trembler, et Jean s'est retiré. Mon père a appelé la Sûreté du Québec pour les prévenir de la situation. Ils avaient dit qu'ils iraient parler à l'homme. Après, silence. Quelques semaines ont passé sans qu'on ne le voie. On a pensé que tout était rentré dans l'ordre. Puis notre boîte aux lettres a été renversée et écrasée, ou peut-être qu'on avait roulé dessus. Je suis allé demander à mon père ce qui s'était passé. Il n'a rien voulu me dire. Plus tard, il m'a dit qu'il savait que c'était l'œuvre de Jean, vu comment la dernière conversation s'était terminée. La semaine d'après, on est descendu en ville pour des commissions et un petit repas rapide en guise de récréation. En revenant, mon père a fait signe à ma mère de s'arrêter net. Il avait remarqué quelque chose qui clochait par le carport, là où on garait la voiture derrière la maison. Une fenêtre du sous-sol, la fenêtre qui donnait sur la salle de bain, elle avait disparu. La vitre manquait. J'étais au fond de la voiture, perdu, quand j'ai vu la silhouette. Un homme, yeux sombres, sourire trop familier, qui sortait par la fenêtre de la douche. Mon père a explosé. Il a ordonné à ma mère de foncer vers la maison pour qu'on pende ce type. L'homme a réussi à se détacher et il s'est engouffré dans les aldères à l'arrière, des arbustes pleins d'épines, des ronces qui griffent. Mon père, avec sa jambe en moins, a lâché Milly qui était attachée. Elle a filé à travers les broussailles, roue de molosse. Elle est rentrée bredouille, la gueule couverte de poussière. Mon père a tourné la lampe torche et il a fouillé la pente. Rien. Personne ne semblait avoir touché à nos affaires. Pas de voleurs, pas d'objets déplacés. On avait dû surprendre l'homme au tout début de son intrusion. La Sûreté du Québec est passée le lendemain pour chercher des empreintes de bottes. Ils n'ont rien trouvé. Mon père a clamé que c'était Jean. Ils ont dit qu'ils enquêteraient. Après ça, on n'a plus revu Jean pendant le reste de l'été. J'avais presque oublié son visage. J'ai savouré mes vacances, j'ai essayé d'oublier. Puis, la rentrée au secondaire est arrivée. L'école était grande pour notre coin, mais tous se connaissaient plus ou moins. La première semaine, on nous a présenté les profs et les assistants éducatifs. Et là, comme une lame froide dans le dos, celui qui avait joué le voisin bienveillant et le prédateur en guenilles a été présenté comme nouvel adjoint scolaire. Seulement, on l'a appelé Grégoire. Grégoire. Mon cerveau a fait des tours. J'étais certain, 100%, que Grégoire et Jean étaient le même homme. Tout s'est emballé en moi. Et si c'était lui qui avait trouvé Madame Lavoie? Et si ce n'était pas un voisin, mais un rôdeur qui cachait ses traces? Et s'il avait voulu déplacer le corps pour monter quelque chose contre mon père? S'il mentait sur son nom, sur tout? Pourquoi la police ne l'avait-elle jamais contacté? Je suis resté comme un con pendant 10 longues minutes avant que l'enseignant ne m'appelle et ne me ramène à la réalité. C'était fatal. Dès qu'il a croisé mon regard, on a su l'un et l'autre. Son visage s'est figé comme une plaque de métal qui chauffe. Il m'a reconnu. Là, c'était lui, sans masque. Ses yeux se sont arrondis. Il n'a rien dit. Il est resté planté, comme pris par surprise. Moi, j'avais découvert son secret. J'ai senti la bascule. C'était lui qui avait l'air mal à l'aise maintenant. J'ai filé en courant dire tout ça à mon père. Il m'a demandé si j'étais sûr, en répétant la même question comme un tic. Le lendemain, je suis retourné à l'école. J'ai appris que l'homme avait posé un congé indéterminé la veille. Peut-être ne reviendrait-il pas.
Mon père m'a juste demandé de rester sur mes gardes et de le prévenir si jamais Jean ou Grégoire revenaient. J'ai obéi, parce que certains regards ne s'effacent pas, certaines odeurs non plus, le parfum de sueur salée d'un type qui se permet trop, le goût amer de menaces sur la langue. La peur tenait encore la maison, le silence pesait, et parfois, la nuit, j'entendais mon cœur cogner dans le noir, et je me demandais s'il était vraiment parti. Je vivais dans un coin de Montréal qui tanguait un peu, vous savez, le genre de quartier qu'on hésite à nommer. C'était à la Lisière, là où certains auraient dit que ça ressemblait à un quartier chaud. Mais derrière, il y avait aussi une zone isolée, presque déserte. J'habitais à la périphérie de la ville, proche de la zone industrielle vers Pointe-aux-Trembles, pour ceux qui connaissent un pas. J'avais 8 ans quand c'est arrivé. Ma sœur avait 5 ans de plus. On se promenait parfois, rien de fou, juste pour traîner dehors. Cette fois-là, on est allé au fond de la rangée de maisons, et on a poussé plus loin que d'habitude. L'endroit était crasseux, laissé à l'abandon pour une ville. Des rails qui filaient à côté d'une usine, des herbes jaunes qui perçaient les graviers du chemin de fer, une poussière qui collait à la langue. On voyait des dépôts sauvages, des vieux objets jetés là. Il y avait une meute de chiens errants qui fréquentaient le secteur, mais à part eux, personne. Pas de voiture, pas de silhouette, juste le vent qui frottait les branches et le cliquetis lointain du métal. On marchait le long des rails, on parlait, on lançait des cailloux comme on sait le faire quand on a cet âge-là. J'ai aperçu un mouvement, là, juste derrière la lisière d'un petit bois, à environ 12 mètres devant, à ma position 11 heures. J'ai dit à ma sœur de regarder. On a avancé encore un peu. On s'est retrouvé à environ 3 à 5 mètres de la frange d'arbre quand on a compris que ce mouvement, ce n'était pas un animal, c'était un mime. Oui, un mime, planté au milieu de nulle part, camouflé parmi les troncs, et un rideau dense de lianes mortes. Le visage peint en noir, une marinière rayée, un pantalon noir, les traits exagérés, comme dans les spectacles, sauf que c'était pas du théâtre. Ses yeux se sont ouverts grands, et il a commencé à jouer, à faire des gestes, à mimer comme s'il cherchait à nous attirer, à nous inviter au-delà de la muraille de ronces pour venir là où il se tenait. C'était calculé, et c'était sale. Je peux pas vous dire grand-chose de plus, parce qu'on a pris nos jambes à notre cou assez vite. Mais je me souviens de la chaleur écrasante ce jour-là, de l'air qui piquait la gorge, du goût de poussière, du maquillage qui avait coulé et qui sentait l'huile rance, des vêtements crasseux qui semblaient habiter quelqu'un depuis longtemps. J'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Ma sœur a tiré sur ma manche. On a filé sans se retourner. Je sais que ça paraît fou. Je vous jure que c'est réel. Parfois, la nuit, je me demande encore qui il était. Je suis pas sûr qu'il soit venu là pour enlever des enfants. Mais qui sait ce qui se serait passé si on avait franchi ces ronces? Pourquoi lui? Pourquoi à cet endroit précis, si loin de tout? C'est l'angoisse, pas l'idée d'un ravisseur ordinaire. C'est qu'il avait l'air d'avoir perdu la tête. Et ça, c'est plus effrayant que n'importe quelle histoire de disparition qu'on lit dans les journaux. Il y a 1 an ou 2, mon chum Jean-François, son cousin Pierre-Luc et l'ami de celui-ci, Marie-Claude, ont décidé de partir pour une randonnée de 3 à 4 jours dans les Laurentides, près de Québec. On avait prévu de faire environ 15 000 par jour sur les sentiers défoncés du parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie et de camper le soir.
On était morts de fatigue, pas préparés aux sacs trop lourds qui nous tordaient les épaules. La première journée s'est passée. Bof. On était vannés. Et Jean-François et moi, on a réalisé à quel point on était hors de forme en grimpant ces pentes raides du Québec, avec nos sacs qui nous écrasèrent les reins. Le lendemain matin, on s'est réveillés et Pierre-Luc nous a raconté qu'il avait juré avoir vu des lampes de poche et entendu des pas autour de notre campement. Ça nous a foutu les frissons. On n'avait presque rencontré personne la première journée. Cette histoire n'a rien à voir avec la suite, mais je l'ai trouvée flippante sur le moment. Le deuxième jour, on a recommencé la randonnée. On avançait au pas de tortue, en se disant qu'on n'irait pas aussi loin qu'on l'avait espéré, quand Jean-François a commencé à se plaindre du pied. Son orteil a commencé à noircir. Je pense que ses bottes le frappaient à chaque descente. Ça sentait le sang et la boue autour de sa chaussette. On l'a senti, littéralement, comme une petite odeur de fer étouffée par la transpiration. On a essayé de se débrouiller pour atteindre le chemin de débardage le plus proche et rejoindre la voiture garée vers la Malbaie. Ça nous a paru durer une éternité, la carte topographique à la main, des traversées de rivières en furie comme des coureurs des bois, des pieds qui glissaient, le cuir des bottes qui grinçaient. Finalement, on est arrivé à un chemin de gravier. Mais on ne savait pas trop où était la voiture, sûrement à plusieurs kilomètres. Et nos jambes nous criaient d'arrêter. Une vieille camionnette rouillée a ralenti et s'est arrêtée à côté de nous. Deux types, accent québécois épais, ont demandé si on avait besoin d'aide. On a dit oui, on cherchait la route principale pour revenir vers la ville. Ils nous ont regardés un par un, sans sourire, et l'un d'eux a lancé d'une voix plate. On embarque la fille. J'étais couverte de boue. J'avais l'air de sortir d'une forêt. J'ai senti mon cœur se contracter jusque dans la gorge. Je me suis dit, non, vraiment, sérieusement. On a dit non. Jean-François et Pierre-Luc ont finalement accepté d'y aller, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour nous quatre. Ils ont monté dans la camionnette, ce qui nous a laissé Marie-Claude et moi sur le bord du chemin, seuls avec le vent qui fouettait nos visages et l'odeur de résine des épinettes. Quand ils ont ouvert la portière, des canettes vides de bière Labatt Blue sont tombées et ont roulé sur le plancher. L'odeur d'essence et de vieux métal nous a sauté au nez. Ils avaient des haches accrochées à la ceinture. On n'a pas eu une bonne impression, du tout. Assise sur le gravier, on s'est regardé. Moi, j'ai commencé à imaginer les pires scénarios. Et si elle ne revenait pas? Et si on revenait seul au campement et qu'il n'y avait plus personne? J'ai dit à Marie-Claude, et si elles ne reviennent pas? Elle m'a répondu qu'elle avait mémorisé la plaque d'immatriculation québécoise des gars, au cas où. Elle avait tout retenu, la fille. Ça m'a donné un peu de courage, cette mémoire froide. On a attendu avec nos sacs à côté, en entendant nos pas secouer les petits cailloux, en sentant le battement de mon cœur dans mes tempes. Le vent frottait les aiguilles des sapins, et on entendait loin, très loin, une rivière qui grondait comme une bête. Les minutes s'étiraient. Chaque voiture qui passait nous faisait sursauter. Chaque ombre nous paraissait suspecte. Les branches craquaient. L'air sentait le bois mouillé et la bière chaude. Après ce qui nous a paru un siècle, ils sont revenus, récupérant notre voiture. Ils ont raconté, avec des rires forcés, que la camionnette avait foncé à toute vitesse sur ces routes étroites et que nos gars avaient eu chaud aux fesses, qu'ils avaient failli se viander. On a avalé, soulagé et dégoûté à la fois. La randonnée avait été un échec total. Mais on était vivants. On est reparti, et tout le long de la route,
J'ai imaginé ce qui aurait pu arriver si j'avais été la seule à monter dans cette camionnette. J'ai senti mon cœur battre encore plus fort à cette pensée. J'ai senti l'odeur de leur diesel rester collée à mes vêtements. J'ai juré que je n'oublierai jamais ce silence quand ils nous ont choisis, comme on choisit du bétail. Je me demande parfois si ces types n'avaient pas prévu quelque chose depuis le départ. Je me demande ce qui se serait passé si Marie-Claude n'avait pas eu une mémoire de fer. Et parfois, quand je passe près d'une forêt la nuit, j'entends encore des pas et des canettes qui roulent. J'ai habité dans une ville d'environ 11 000 habitants, en région au Québec, juste à l'extérieur de la ville de Québec. Ce n'était pas par choix, mais pour un boulot. On prévoyait déménager le jour où je trouverais mieux. Ce matin-là, j'allais chez mon employeur. Il gérait la boîte depuis son sous-sol, en attendant qu'on ait de nouveaux locaux. Sur la route, une vieille auto bleue me collait au pare-choc, et un homme chauve, la peau pâle, lui tenait le volant. Ma voiture, une Kia Soul, a un arrière plat. Si je ne voyais pas tes phares dans mon rétroviseur, ça voulait dire que tu étais à quelques centimètres de mon pare-choc. Et dans ce cas-là, je faisais claquer mes freins. Lui, il a klaxonné. J'ai levé le majeur et j'ai ralenti. J'ai roulé 10 km à l'heure sous la limite. Personne ne me suivait derrière. Je ne faisais tort à personne. Il a eu des chances de me dépasser sur cette petite route de campagne. Il ne l'a pas fait. Après quelques minutes, toujours aucun autre véhicule, et lui toujours collé à mon pare-choc à 80 km à l'heure. J'ai senti la sueur sous ma nuque. Le vent frais n'arrivait plus à chasser l'odeur de gaz d'échappement qui montait. J'ai pris mon cellulaire et j'ai fait semblant de me retourner brusquement pour le photographier, comme si je prenais une photo. Puis j'ai fait semblant d'appeler le 911. J'étais en pleine campagne, rien autour, et ce type devenait de plus en plus inquiétant. Je suis arrivé à mon tournant, mais j'ai décidé de voir s'il me suivrait. J'ai tourné à gauche. Il m'a suivi. Puis je suis arrivé à un rond-point et j'ai espéré le semer. J'ai fait le tour une fois, puis une deuxième fois, et il m'a suivi encore. À ce stade, j'ai compris qu'il jouait avec moi, qu'il voulait m'effrayer. J'ai choisi de me laisser être en retard à mon rendez-vous. J'ai pris la direction de la station de la Sûreté du Québec. Il m'a suivi jusqu'à la station. Je me suis garé, prêt à courir à l'intérieur. J'espérais qu'il partirait. Pas du tout. Il s'est garé juste à côté de moi et il m'a regardé sans bouger. Il a coupé son moteur, est resté là, et son regard m'a transpercé. Il avait la quarantaine, je crois. Il portait des lunettes de soleil, même si le jour n'était pas si clair. Son sourire était lisse, trop net, comme s'il l'avait poli pour l'occasion. Ses vêtements étaient corrects, presque trop propres. L'intérieur de sa voiture était impeccable. On aurait dit qu'il venait de la sortir du concessionnaire. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai espéré voir une arme. Je dois dire ici que je suis formé comme analyste du comportement. Même si je travaille avec des enfants, je me suis passionné, en amateur, pour le comportement criminel et le profilage. J'ai essayé de décoder ses gestes, d'entendre ses silences. Quelques secondes ont passé. J'ai attrapé mon téléphone, déterminé cette fois à appeler le 911 depuis le stationnement de la Sûreté. Alors que je composais, il a baissé la vitre passager d'un coup, n'a rien dit, l'a remonté tout de suite, puis il est parti en trombe. Le bruit de ses pneus a claqué dans l'air, et mon cœur a martelé ma cage thoracique, fort, irrégulier. J'ai senti mon souffle court, la salive qui allait et revenait comme un mauvais rythme. Je suis entré
et j'ai raconté tout ça à un agent. Malheureusement, j'avais été trop concentré à ne pas me planter sur la route pour relever sa plaque. Apparemment, il y avait eu beaucoup de plaintes récentes au sujet de conducteurs qui collent au pare-choc, plusieurs impliquant une auto bleue. J'ai rempli une déclaration avec l'agent. Il m'a remis une carte du service aux victimes d'une maison d'accueil pour femmes, au cas où il me suivrait jusque chez moi et que je ne me sentirais plus en sécurité. J'habite dans un immeuble sécurisé avec ma fiancée, Marie-Claude. Je suis ressorti vers ma voiture. Sur le pare-brise, il y avait un petit billet. Il n'y avait qu'un dessin, un sourire, un smiley, sérieux, tout droit sorti d'un film d'horreur. Le papier était collé par un petit coin, humide, avec l'odeur de gomme froide. Mes doigts ont tremblé quand je l'ai ramassé. Je suis entré dans le bureau, le billet en boule dans ma main. L'agent m'a dit qu'il m'appellerait quelquefois dans la soirée et qu'il éviterait autant que possible que j'aille quelque part seul pendant quelque temps. Il m'a appelé 2 fois dans la nuit. Il m'a dit qu'il patrouillait le stationnement de mon immeuble pendant son service de nuit. Ici, c'est une petite communauté. L'attitude est très solidaire. Je me suis senti un peu mieux en sachant que quelqu'un pourrait me couvrir si je revoyais ce type. Mais la sensation de ses yeux sur moi est restée. Si jamais je le vois à nouveau, je n'hésiterai pas. J'appellerai le 911 et je le mènerai, comme ce jour-là, droit à la Sûreté du Québec. J'ai aussi dit à ma fiancée, Marie-Claude, que je lui enverrais un texto avec mes horaires de travail, ou chaque fois que je devrais partir pour une raison quelconque. Que si je ne lui envoyais pas de message dans les 10 minutes suivant mon heure d'arrivée prévue, elle devrait composer le 911. Le billet au sourire traîne encore sur ma table de chevet. Parfois, quand je me réveille au milieu de la nuit, j'entends le frottement d'un pare-choc contre le bitume dans ma tête, le clignotement d'un phare qui ne s'éteint pas, et ce sourire qui reste imprimé, comme une promesse. Ça s'est passé l'année dernière. L'école venait juste de reprendre et ma fille unique était en maternelle. Elle n'avait été qu'à l'école pendant quelques jours. On habitait en milieu rural, juste à l'extérieur de la ville de Québec, dans les Laurentides, sur un chemin de terre sans issue. On n'avait qu'une seule voiture, alors le matin on se levait tous ensemble. Ma fille, son père, Jean-François et moi. On déposait Jean-François au travail, puis ma fille et moi, on rentrait à la maison pour la préparer pour l'autobus scolaire. L'autobus la prenait plus loin sur la route principale, à environ 800 mètres de chez nous. Ce matin-là, tout semblait normal. Je l'avais mise dans l'autobus et je suis rentré. J'étais en congé ce jour-là. Je ne travaillais qu'à temps partiel. Alors prendre un jour en semaine était habituel pour moi. Je faisais le ménage, je pliais du linge, je remettais des vêtements dans l'armoire de ma fille. La télé était allumée dans le salon et je la voyais depuis sa chambre. Puis j'ai entendu quelque chose, un petit raclement étouffé, comme une toux sans force, juste derrière le mur. J'ai gelé. Mon cœur s'est mis à tambouriner contre mes côtes, comme si quelqu'un frappait avec un gourdin. C'était impossible de savoir d'où ça venait. J'ai cru d'abord que c'était le chat sur le rebord de la fenêtre, qu'il allait régurgiter une boule de poil. J'ai pensé à la télé. Je me suis dit que c'était sûrement rien. Mais mon corps n'a pas bougé. Je tenais une petite robe et un cintre dans la main, paralysé. La maison était pleine d'odeurs, lessive encore tiède, un arrière-goût de café sur la table, le bois humide dehors. Et ce son, comme une gorge qui se raclait dans l'obscurité. Chaque fois que je respirais, j'entendais mon souffle et rien d'autre.
j'ai fini par me dire que je devais aller voir. Mais j'ai aussi pensé à mon beau-père, Lucien, qui habitait la maison juste à côté, à une petite distance, à peu près la longueur d'un terrain de foot. Il était en retraite d'invalidité, dans la soixantaine, avec une bouteille d'oxygène près de lui la plupart du temps. C'était absurde, mais je me suis dit que je préférais ne pas rester seul. Lucien chassait parfois, et il avait un fusil. Ça ne devait pas servir à grand-chose, mais l'idée d'avoir quelqu'un d'autre me rassurait. J'ai posé le vêtement, j'ai lâché le cintre, et je me suis précipité dehors. L'herbe était humide, mes baskets ont écrasé la rosée. L'air avait ce goût métallique qui te colle à la langue quand tu as peur. Je courais plus vite que je ne l'avais jamais fait. Sans réfléchir, j'ai enfoncé la porte arrière chez eux en criant son nom. Lucien est sorti de la cuisine, l'air à moitié groggy. Il a sursauté comme s'il avait vu un fantôme. J'étais toute tremblante, les larmes prêtes à couler. J'ai bafouillé que quelque chose n'allait pas, que j'avais entendu un bruit dans la maison. Je parlais si vite qu'il n'arrivait pas à suivre. Il a essayé de me calmer, m'a demandé d'où je venais. J'ai réussi à articuler que je pensais qu'il y avait quelqu'un chez nous. Il a haussé un sourcil, mais il a attrapé son fusil. On est monté dans son camion et on est reparti ensemble vers ma maison. Je suis resté dans la cabine, les portes fermées, serrant le siège comme si c'était une bouée. Le moteur vibrait, mes mains étaient moites et j'entendais mon propre cœur, thump, 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 tellement fort que je craignais qu'il soit la seule chose à couvrir le monde. Il est entré, il a fouillé, il a pris son temps, et chaque seconde m'a semblé une éternité. Quand il est finalement revenu, il avait quelque chose à la main. Il m'a posé la question comme si c'était la chose la plus étrange. « Est-ce que tu as laissé un paquet de Newports dans la chambre, près du lit, par terre ?» J'ai dit non, non, je n'ai jamais acheté de Newports de ma vie. Je fume des Camels. Son visage s'est figé. Il a eu ce regard qu'on n'oublie pas. Les yeux grands, la peau qui se décompose un peu, la panique froide qui remonte. Il m'a dit de rester dans le camion et d'appeler la police. Il m'a donné son téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que je n'arrivais presque pas à appuyer. J'ai composé le 911. La personne à l'autre bout m'a répondu d'une voix professionnelle et m'a expliqué qu'il fallait attendre les agents de la Sûreté du Québec parce qu'on n'était pas en ville. Les mots « 1 heure » sont tombés comme un couperet. Il mettrait environ 1 heure pour arriver, qu'on était en arrière-pays. Pendant ce temps-là, mon mari, Jean-François, avait appelé son frère Marc pour venir nous aider. Marc travaillait pas loin, dans une usine près de Québec. Alors il n'a pas mis bien longtemps à venir, environ 20 minutes, fut la réalité. Lucien, Jean-François et Marc ont fouillé le pourtour de la maison, les fourrés, les bois. Ils ont appelé, ils ont tourné autour des arbres, ils ont soulevé les branches. Il n'y avait personne. Le vent brassait des aiguilles de pin, les feuilles craquaient sous leurs bottes. Puis sont arrivés les agents de la Sûreté du Québec. Ils ont inspecté méticuleusement. Ils ont pris le paquet de cigarettes comme pièce à conviction. Ils m'ont fait raconter ce que j'avais entendu. J'ai dit que je n'avais vu personne, que je n'avais touché personne, que tout ce que j'avais, c'était ce bruit et ce foutu paquet au pied du lit de ma fille. Rien d'autre n'avait été volé. Rien n'était cassé. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Et bien sûr, qui forcerait une porte ici, au milieu de nulle part? On se sentait trop naïf pour se protéger. Le policier a pris ma déposition et celle de Lucien, mais il m'a dit d'un ton sans frisson qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il m'a regardé
et j'ai vu qu'il n'avait pas beaucoup d'illusions. Il a emporté le paquet et c'était tout. Après leur départ, Lucien a donné son fusil à Jean-François pour qu'il le garde. Jean-François et Marc ont changé les serrures ce jour-là même. On a commencé à mettre la clé sur nos porte-clés. On a fait ce geste simple, fermer à clé, comme si on avait découvert une règle oubliée. On n'a pas retiré notre fille de l'école. Elle n'avait que 5 ans, et on a pensé que l'arracher à sa routine serait pire que l'expliquer doucement. On a prévenu l'école, on leur a demandé de faire attention. On a parlé à notre fille de danger des inconnus. On lui a expliqué ce qu'elle devait faire si jamais elle voyait quelqu'un dans la maison qu'elle ne connaissait pas. Pendant quelques semaines, elle a dormi dans notre lit. Elle a insisté pour retourner à sa chambre. Elle n'était plus un bébé, disait-elle, et on a fini par la laisser. La vie, lentement, a repris son cours. Mais quelque chose est resté dans la maison. Parfois, quand je rentrais seul, ma main cherchant machinalement la clé sur la poêle ou sur le réfrigérateur extérieur, un froid descendait le long de ma colonne vertébrale. Je détestais rester seul. J'entendais des bruits, des pas sur le plancher, un grattement contre la fenêtre. Mon mari m'a finalement offert un chien. Pas pour l'amour seulement, pour la compagnie, pour que quelqu'un qui aboie entende ce que je n'entendais plus. Ça a aidé un peu à éloigner la nuit. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Je n'ai jamais su s'ils étaient venus pour nous, pour la maison, ou juste pour voler un paquet de cigarettes. Je n'ai jamais su leur visage. Tout ce que je sais, c'est le bruit, la panique, la sensation d'avoir été dépassé. Et parfois, la nuit, je me surprends à imaginer des ombres qui passent sur la route principale, des silhouettes qui longent la transcanadienne ou qui descendent un chemin de campagne. Je ferme la porte à clé. Toujours. Faites-moi confiance sur une chose. Peu importe à quel point vous pensez vivre dans un endroit sûr, toujours verrouillez la porte. On ne sait jamais qui peut passer, un inconnu sur la route, quelqu'un de l'autre côté des arbres, quelqu'un qui choisit une maison parce qu'on y laisse la clé sur le frigo, au cas où. Fermez vos portes. Ne laissez pas le jour tranquille vous ôter le réflexe de vous protéger.